Bonsoir Bruno Gollnisch, merci de nous accorder un petit peu de temps pendant votre campagne iroise qui continue. Oui, de façon active et dynamique. Ce soir, nous aimerions parler avec vous de l'Ukraine et plus précisément peut-être de la Crimée. Oui, je crois que les Français ont oublié qu'ils ont déjà beaucoup donné, si j'ose dire, pour la Crimée. L'histoire ne se répète pas, mais elle bafouille souvent. Napoléon III, il y a 160 ans de cela, si mes comptes sont bons, en 1854, s'est engagé dans une expédition désastreuse. Et désastreuse pour nos intérêts, bien que nous ayons gagné cette guerre. Nous l'avons gagnée essentiellement pour le compte des Anglais. Nous sommes intervenus contre la Russie qui était en train de libérer un certain nombre de territoires faisant partie de l'Empire ottoman, mais habités par des chrétiens. Et pour ne pas contrecarrer les intérêts de l'Angleterre, qui voulait conserver le monopole de la route des Indes à travers la Méditerranée et empêcher la Russie de déboucher de la mer Noire dans cette même Méditerranée, nous avons envoyé pas moins de 400 000 hommes. On peut mesurer d'ailleurs à ce chiffre ce qu'il en est aujourd'hui des capacités d'action de la France. Quand on voit les difficultés qu'il y a pour envoyer 2000 hommes, 3000 hommes dans l'état de pénurie où se trouvent nos forces armées, à l'époque, et la France était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui, la France de 40 millions d'habitants a pu envoyer 400 000 hommes. 400 000 hommes dont plus de 90 000 ne sont pas revenus. On mesure là l'étendue du sacrifice qui a été consenti, hélas, encore une fois, pour des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Alors, ce que je souhaiterais simplement, c'est dire à tous les commentateurs qui tranchent en faveur des manifestants de Kiev ou beaucoup plus rarement en faveur de la Russie de M. Poutine, c'est que ces questions sont extrêmement complexes. Il y a de toute évidence deux nationalités différentes sur le territoire de la Crimée. Il y a des Ukrainiens qui n'ont jamais été russes ou qui ont été annexés de force par l'Union soviétique et qui ont un patriotisme et une identité qui les opposent assez naturellement au peuple russe dans la mesure où leur tradition nationale et ce qu'ils ont souffert de la part de la domination soviétique ne les prédispose pas à l'amour de la Russie. Ce sont en particulier, par exemple, les Ukrainiens de la région de Lvov ou de Lviv, en ukrainien. C'est appelé aussi Léopold et Lemberg, car cette ville a été lituanienne, a été polonaise, elle a été austro-hongroise, elle n'avait jamais été russe. Et puis, aujourd'hui, le conflit peut dégénérer? Et puis, il y a des Ukrainiens qui se sentent russes parce que l'Ukraine, c'est vrai, c'est le berceau historique de la Russie. Et quand on a célébré, il y a quelque temps, le millénaire de la Russie chrétienne, eh bien, on a célébré en réalité le baptême du grand-duc de Kiev. Par conséquent, Kiev, c'est en quelque sorte à la Russie ce que l'Île-de-France est à la France. Et on doit comprendre dans ces conditions-là que, bien évidemment, le gouvernement russe et le peuple russe considèrent que la région de Kharkov, que la région de la Crimée fait partie de leur territoire. Alors, est-ce que cela peut dégénérer? Ben oui, c'est en train de dégénérer, bien sûr. Mais je crois que ça dégénère aussi parce que nous avons fait croire aux Ukrainiens que l'Europe était une espèce d'Eldorado et qu'il leur suffirait de devenir membre de l'Union européenne pour que chez eux le niveau de vie s'améliore, que coule le lait et le miel. C'est un mensonge que l'Union européenne a adressé aussi successivement à peu près à tous les peuples qui ont adhéré. Je me souviens, avec Jean-Marie Le Pen, voyageant en Grèce, que pratiquement dans chaque village, il y avait ici un pont, là une route, ailleurs une adduction d'eau avec un grand panneau. L'emblème européen, les étoiles d'or sur fond d'azur, en disant cet équipement a été financé par l'Union européenne. Et puis sitôt l'adhésion de la Grèce acquise, eh bien le robinet s'est tari. Même chose pour l'Irlande, même chose pour le Portugal, même chose pour un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, et par conséquent, je crois extrêmement dangereux, surtout de nous arrimer
au char de l'OTAN, qui est une alliance militaire évidemment dominée par les États-Unis. Les Russes ne comprennent pas que l'OTAN ne cesse de s'étendre alors qu'eux-mêmes se sont retirés des pays d'Europe orientale. Et je crois que ce qu'il faut à nos hommes politiques, c'est à la fois la compréhension de ces mécanismes extraordinairement complexes, la compréhension de cet héritage historique, beaucoup de modération et cette vertu essentielle en politique, cette vertu chrétienne de prudence. Être prudent, ça ne veut pas dire être timoré. Être prudent, ça veut dire prendre la mesure de tous les aspects d'un problème et n'agir qu'en fonction des intérêts légitimes de ceux que l'on représente. Ce soir, vous êtes en réunion de quartier, puisque vous avez lancé votre marathon des réunions de quartier pour votre élection municipale hiéroise. Qu'est-ce que vous avez peut-être à dire aux Hiérois après ce passage sur la politique internationale et peut-être aussi leur rappeler, ce que vous avez fait déjà, je crois, plusieurs fois, que la politique locale dépend aussi des engagements nationaux. Oui, nous traitons évidemment de tous les quartiers. Aujourd'hui, je suis dans le quartier de Légade. Hier est une commune extrêmement vaste avec des sections municipales qui pourraient être d'ailleurs presque des mairies indépendantes, dont ce quartier-ci, le quartier du Port, la presqu'île de Gien, les îles bien connues, Porquerolles, Porquerolles, le Levant, chacune a sa personnalité et nous traitons des problèmes locaux. Mais nous leur disons aussi que les problèmes de l'emploi, par exemple, ne seront pas résolus dans un cadre seulement municipal. Il faut bien évidemment une autre politique qui protège raisonnablement notre économie. Il en va de même du problème de la sécurité. C'est vrai qu'un maire peut multiplier le nombre des caméras de vidéosurveillance, mais ces caméras de vidéosurveillance, elles ne mettent pas les malfrats hors d'état de nuire. Au mieux, elles les incitent à commettre leurs méfaits ailleurs. Quelquefois, elles peuvent permettre de les identifier, mais si notre système judiciaire est aussi déliquescent qu'il l'est aujourd'hui, eh bien, ils restent en activité, ils peuvent commettre d'autres méfaits. Je multiplie évidemment les exemples, contrairement à certains de mes colistiers qui se gardent bien de mettre en avant leur étiquette nationale et qui font croire de façon mensongère aux Hiérois que, avec eux, tous les problèmes seront résolus et pas seulement ceux de la largeur des trottoirs, de la circulation, etc. De vos concurrents, pas de vos colistiers. Je crois que les colistiers, eux, en tout cas, ont l'étiquette Front National. Nos colistiers affichent la couleur, la plupart ont l'étiquette Front National et ne s'en cachent pas, et d'autres viennent d'autres horizons, mais ils ont rallié notre combat, notre principe et notre charte municipale. Voilà, je suis heureux d'ailleurs de m'exprimer ici devant cette stèle qui rappelle que ici Saint-Louis, roi de France, dont on fête le 800e anniversaire de la naissance, a débarqué ici en 1254 à son retour de la 7e croisade. Eh bien, notre concurrent politique, M. De Villiers, qui s'adonne aujourd'hui avec bonheur et avec talent à la littérature historique, consacre un livre à Saint-Louis. Je propose de m'inspirer de son exemple et du fameux festival du Puy du Fou qu'il a organisé avec succès en Vendée et peut-être ici ailleurs dans cette ville qui conserve tellement de vestiges de l'époque médiévale, de commémorer aussi avec l'ensemble de la population ces événements en costume d'époque, et nous ne manquerons pas de figurants, y compris pour faire les Sarrasins, je pense, ce qui sera une grande manifestation de convivialité hiéroise. Sur ces mots de reconquête et d'espérance, Bruno Gollnisch, merci. Merci.